L'information est l'oxygène des temps modernes et pour ce faire, ici, au groupe Renouveau, nous n'aménageons aucun effort pour vous informer. Ce soir, voyons ce que les reporters nous proposent. Les besoins de l'assistance médicale et sociale aux sinistrés des inondations au Mali s'élèvent à plus de 3 milliards de francs CFA. Une information donnée par la ministre de la Santé et du Développement social lors d'une rencontre avec les représentants diplomatiques et les acteurs humanitaires sur l'état de catastrophe nationale décrété le 23 août 2024. À la date du 3 septembre 2024, le nombre de morts provoqués par les inondations au Mali a dépassé les 50. À ce chiffre effrayant s'ajoutent des dégâts matériels importants. Afin d'éviter la fermeture des radios privées qui ne sont pas en règle par la Haute Autorité de la Communication, l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL, a engagé des pourparlers avec la HAC et invite les stations concernées à se conformer aux règles en vigueur. Et voilà donc pour les sommaires. Bienvenue si vous nous rejoignez, bonsoir. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Joining Forces for Africa, agir contre le travail des enfants au Mali, World Vision Mali a organisé ce mercredi un atelier d'apprentissage à mi-parcours. Au cours de cet atelier de 2 jours, il sera question d'échanger sur les résultats des activités réalisées durant les 18 mois de mise en œuvre du projet avec les acteurs étatiques et non étatiques pour un partage d'expériences. Le compte-rendu est signé Lassine Diakité. Cet atelier d'apprentissage à mi-parcours qui se tient du mercredi 4 septembre au jeudi 5 septembre 2024 a pour objectif de faire le bilan des activités réalisées à mi-parcours, recueillir la perception des acteurs sur les réalisations et également collecter des informations de l'impact des activités sur les bénéficiaires. Et c'est un atelier d'apprentissage pratiquement à mi-parcours. Donc quand on parle d'atelier d'apprentissage, ça veut dire qu'en amont, on a eu déjà à mettre des activités en œuvre et nous voudrons voir, faire un rétrospectif. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Parce que c'est le travail humain, pratiquement 1 année et demie d'activité. Donc c'est sûr que nous avons failli à faire des bonnes choses, nous avons eu à faire des choses qui n'ont pas été à hauteur de souhait et nous avons été peut-être confrontés à des choses où on n'a pas pu répondre. Donc du coup, l'objet de cette rencontre de 2 jours nous permettra à vous d'abord de savoir, de nous dire qu'est-ce qui a été fait avec vous. Et après, on pourra compléter peut-être en guise de rappel par des présentations qui vont être faites pour nous dire qu'est-ce qui a été fait à Bamako, qu'est-ce qui a été fait à Sikasso, qu'est-ce qui a été fait sur le plan national dans la mise en œuvre du projet Jofa Act et qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon qui a fonctionné, qui n'a pas fonctionné. Et pour qu'on puisse avoir aussi des recommandations par rapport au retour des uns et des autres. La mise en œuvre des différentes activités du projet Jofa Act a été suivie par la cellule nationale de lutte contre le travail des enfants. Pour elle, le projet Jofa Act a contribué efficacement à la réduction des pires formes de travail des enfants dans plusieurs localités au Mali. Déjà, ce qui est fait est bien appréciable par les bénéficiaires. Et il y a juste 10 jours, on a quitté sur le terrain au niveau de Sikasso. On a rencontré l'ensemble des bénéficiaires, les communautés, les leaders religieux, les maires, et les femmes bénéficiaires des AGR, ainsi de suite. Ils ont tous vraiment exprimé leur satisfaction par rapport à cette première phase de mise en œuvre du projet. Les conclusions et les recommandations issues de ces travaux seront documentées et remises à qui de droit au niveau global. La salle de réunion du ministère de la Santé et du Développement social a servi de cadre ce mardi 3 septembre 2024 à la rencontre d'informations, d'échanges et de partage entre la chef de département, le colonel Assaba Diallo Touré, les représentants diplomatiques et les acteurs humanitaires sur l'état de catastrophe nationale décrété le 23 août dernier, ainsi que la gestion des urgences sociales et sanitaires liés aux inondations. Les besoins de l'assistance médicale et sociale aux sinistrés s'élèvent à plus de 3 milliards de nos francs. Les précisions avec Adam Tangara sur les besoins d'urgence à repositionner dans différentes régions.
Le plan de préparation et de gestion des inondations 2024 estime les populations à risque d'inondation à 343 909 personnes et cela dans toutes les régions. Les régions les plus à risque sont Tombouctou, Gao, Kaï, Koulikoro, Ségou, Mopti, Menanka, Badiangara et le district de Bamako. Au cours de la rencontre, les chiffres fournis par la Direction nationale du développement social indiquent que la situation cumulée des inondations à la date du 30 août se présente comme suit. Un total de 228 cas d'inondation enregistrés dans 18 régions du pays, 18 140 ménages sinistrés en besoin d'assistance d'urgence, 131 581 personnes sinistrées, dont 36 197 hommes, 38 529 femmes et 56 855 enfants, 104 blessés, 20 644 habitats endommagés ou totalement effondrés à réhabiliter ou à reloger selon les cas, 7 438 latrines endommagées, 3 121 puits endommagés, 42 cas de perte en vies humaines. Au titre des besoins d'urgence à repositionner dans les différentes régions, ils sont estimés à court terme. Sur le plan alimentaire, 3095,181 tonnes de riz, 3095,181 tonnes de mil, 687,818 tonnes de sucre, 687,818 tonnes d'huile et 343,909 tonnes de sel. Sur le plan non alimentaire, 17 195 kits scolaires, 17 195 moustiquaires imprégnés, 17 195 couvertures, 17 195 nattes, 400 tentes familiales, 2000 cartons de grésil et 10 000 cartons de savon. Sur le plan sanitaire, il s'agira de renforcer des structures sanitaires en termes de vaccination, de médicaments, d'acquisition de matériel, de consommables, de dispositifs médicaux et de désinfectants. Le coût est estimé à 474 929 850 francs CFA. Aussi, la nécessité d'installer des cliniques mobiles dans les zones d'inondation et d'accès difficile afin d'offrir les services aux sinistrés loin des structures de santé. Et enfin, les besoins d'accompagnement en cash pour subvenir aux besoins fondamentaux. Le coût total est estimé à 3 444 354 000 francs CFA. Parmi les chiffres donnés tout à l'heure par Adam Tankara, certains ont évolué car le bilan des inondations au Mali s'alourdit de pluie en pluie. Le rapport en date du 3 septembre 2024 fait ressortir des chiffres effrayants avec plus de 50 morts et des centaines de maisons détruites. Le point de la situation avec Gabriel Keïta. Le bilan des inondations au Mali à la date du 3 septembre est de 54 morts, 111 blessés et plus de 71 800 personnes sinistrées. 146 cas d'inondation ont été recensés par la protection civile du début de l'hivernage à aujourd'hui. Les responsables de la structure l'ont annoncé au cours de leur rencontre hebdomadaire tenue le mardi 3 septembre à Bamako. Une réponse humanitaire a été mobilisée par l'État et ses partenaires. En plus des 54 morts et de 71 800 personnes sinistrées, la protection civile annonce également 78 maisons effondrées, 6 cas de foudre, 4 cas de vent violent et tempête de sable. Ségou est la région la plus touchée, suivie de Bamako. Par ailleurs, Kita est la moins touchée selon la cartographie des sinistrés. Malheureusement, de fortes pluies sont toujours annoncées et elles concernent l'ensemble du territoire. Et les habitants du quartier de Missabougou, en commune 6 du district de Bamako, eux aussi touchés par de multiples inondations, ont reçu une aide inattendue ce mercredi 4 septembre 2024. Un généreux donateur anonyme a offert des vivres et des non-vivres d'une valeur estimée à plusieurs millions de nos francs. Ce don va certainement aider les sinistrés à subvenir à leurs besoins immédiats. Le Lomadi Bati. Après les aides des autorités administratives et communales qui se sont avérées insuffisantes pour les sinistrés de Missabougou, la population a pris les choses en main en sollicitant le soutien des personnes de bonne volonté. C'est ainsi
qu'un bienfaiteur est venu en aide en octroyant une grande quantité de vivres. Vraiment, on le remercie infiniment ici. Comme c'est quelqu'un qui a préféré rester dans l'anonymat, il ne veut pas qu'on donne son nom. Je l'avais même convié à participer, ne serait-ce qu'à la donation du premier kit. Mais il n'a pas voulu. Il dit que vraiment, lui préfère être à l'écart de tout ça. Donc, c'est cette opération de distribution qui commence aujourd'hui. Ce don contient du riz, de l'huile et de la macaroni. Voilà, les pâtes alimentaires, quoi. En plus de ces généreux donateurs anonymes, la coordination des associations et ONG féminines de Kati, COFAC, a également apporté son soutien aux sinistrés de Misabougou. Bon, ces dons contiennent des habillements, des accoutrements pour les femmes ainsi bien que les hommes. Vraiment. Comme le Mali est une famille, tous les Maliens sont nus dans une même famille. Si un Malien a des problèmes, vraiment tout le monde a des problèmes. On doit vraiment soutenir les sinistrés, vraiment. Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude envers les donateurs pour leur générosité et compassion envers leur communauté. Nous sommes contents de recevoir ces dons. Ces personnes sont des généreux donateurs. Que Dieu les récompense de leur générosité. Nous leur disons merci pour ces gestes. Nous espérons toujours plus d'aide pour les sinistrés car il reste plusieurs personnes qui n'ont pas reçu. Nous profitons de cette occasion pour solliciter d'autres personnes de bonne volonté à nous venir en aide. Ces dons aideront les sinistrés de Misabougou à surmonter leurs difficultés après de multiples inondations dont ils ont été victimes. De plus, il lance un appel à d'autres personnes de bonne volonté pour participer à cette opération de soutien aux sinistrés de Misabougou. Actualité à l'intérieur du pays, à Tombouctou, plus de 164 millions de francs CFA. C'est le coût du projet de curage et d'entretien des caniveaux lancé par les autorités de la région le 3 août 2024. Et en plus de la création des emplois, ce projet vise à prévenir et à limiter les inondations en cette période hivernale. Boubacar Jitei, correspondance. C'est le quartier Sarikena qui a servi de cadre pour le lancement des travaux à haute main-d'œuvre d'intensité, le curage et l'entretien des caniveaux à Tombouctou. Ces travaux qui vont impacter positivement la vie de 12 522 ménages de la ville a été salué par les responsables communaux. Ma joie est d'autant plus grande qu'il s'agit là d'un programme de développement qui aide beaucoup la population de Tombouctou à assainir la ville et qui vise aussi à définir des actions dans le cadre de la consolidation de la paix et la cohésion sociale et du vivre ensemble. Les 10 travaux s'étendront sur 2 mois, répondant à des besoins urgents en matière d'infrastructures publiques, réduisant les effets du changement climatique, investissant dans l'économie locale, en créant des emplois, mais surtout en renforçant les efforts du gouvernement dans la réponse face aux inondations. Le gouverneur de la région n'a pas manqué de souligner l'importance du programme dans la région face aux effets du changement climatique. La composante TP-IMO, dont je m'apprête à lancer officiellement cet après-midi, les travaux concernent le curage des caniveaux dans les communes urbaines de la région et sera exécuté durant les mois de septembre et octobre 2024 et impactera positivement la vie de 12 522 ménages directement et 2 087 personnes, dont 70% des enfants seront touchés indirectement. La moralité de la réponse sous forme de cash transfert, 120 000 francs CFA par participant aux travaux sur les 2 mois, injectera dans les 3 communes la somme de 164 713 120 francs CFA. Les travaux de curage des caniveaux viennent à point nommé. Dans la région de Tombouctou, où les risques d'inondation sont perspectives cette année. Il faut rappeler que ces travaux de curage et l'entretien des caniveaux va durer 2 mois. Le président de la Haute Autorité de la Communication, lors d'un point de presse le lundi dernier, a interpellé les promoteurs de 258 radios à se mettre en règle sur le plan administratif et financier.
Les sanctions contre ces radios qui ne sont pas en règle va de la suspension provisoire au retrait de la licence. Et afin d'éviter toute fermeture de stations radio, l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL, a engagé des pourparlers avec la HAC et invite les stations concernées à se conformer aux règles en vigueur. Bakare MCDB, Lassine Traoré, reportage. Le délai accordé aux radios pour finaliser la procédure de mise en conformité à travers la signature d'une convention avec la HAC et l'obtention d'une autorisation est arrivé à terme depuis le 31 mars dernier. Le président de la HAC annonce des mesures fortes contre les radios épinglées. Et face à ces différentes situations, le collège, après cet échange, le collège va délibérer et des sanctions seront prises concernant ces différentes radios qui iront du retrait définitif à la suspension provisoire. Ne partageant pas l'option de fermeture des radios pour la non-conformité, l'URTEL a engagé des négociations avec la HAC et invite les promoteurs des radios à se conformer aux règles en vigueur. Il faut que les gens, les uns et les autres, comprennent que la HAC se trouve dans son rôle. Et nous, ce que nous avons dit à la HAC, notre point de vue, en tout cas, fermer une radio, ce n'est pas une solution. Et on est en train de discuter, on est en discussion avancée. Eux, ils jouent leur rôle, on les respecte dans leur rôle. Nous sommes dans notre rôle de défendre les intérêts des radios. Donc, c'est 258 radios qui sont probablement menacées à différentes catégories de menaces. C'est vrai, la situation est très compliquée, elle est précaire, la situation est très difficile aujourd'hui, tout le monde le sait, mais nous demandons à nos membres de se manifester, ne serait-ce que se manifester pour montrer la bonne volonté vraiment de se mettre en règle vis-à-vis de la loi. Si on veut réclamer nos droits, nous devrons accomplir nos devoirs aussi. La publicité des médicaments traditionnels fait également partie des problèmes soulevés par l'instance de régulation, une pratique illicite commise par 90% des radios. Pour faire de la publicité sur son médicament, demandez-lui de vous exhiber l'autorisation de mise sur le marché. C'est aussi simple que ça. Demandez-lui de vous donner une copie de l'autorisation de mise sur le marché de son médicament, délivrée par les services du ministère de la Santé. La publicité est encadrée par une loi. Donc ce sont les textes de la République. Nous ne sommes pas des gens qui sont contre la loi, les différentes lois de la République, quitte à nous maintenant de faire le plaidoyer pour nous permettre aussi de sauvegarder un certain nombre de droits. Si la HAC a interdit les médicaments en se basant sur des textes législatifs et réglementaires de notre pays, nous sommes obligés de respecter cette décision, mais à notre tour, celui qui a besoin du pape doit se rendre à Rome. Donc on va chercher là où nous aussi on peut trouver une solution pour remédier à cette situation. En tout cas, la HAC semble être déterminée à mettre de l'ordre dans le secteur de l'audiovisuel et plus de 250 radios et une trentaine de télévisions dans sa ligne de mire. À Koro, dans la région de Bandiagara, le projet Al-Barka a mis des points d'eau à la disposition de 3 villages dans le cercle. Ces infrastructures financées par l'USAID et exécutées par l'ONG Save the Children et GeForce permettront d'atténuer le problème de manque d'eau dans ces localités. La cérémonie de remise des points d'eau s'est tenue dans le village de Somanagoro en présence des autorités administratives et politiques du cercle de Koro. Le point avec notre correspondant Tidjani Ouedraogo. Plusieurs villages du cercle de Koro souffrent de manque d'eau ces derniers temps. Le village de Somanagoro dans la commune de Barapireri souffre de ce manque d'eau et les femmes sont les plus affectées par cette situation. Elles parcourent des kilomètres à la recherche de l'eau. Les femmes souffrent de cette pénurie d'eau. Il faut des solutions. Nous utilisons l'eau des mares pendant l'hivernage avec le risque de maladie. Comme Somanagoro, plusieurs autres localités souffrent de pénurie d'eau. Dans ces localités, l'accès difficile à l'eau fragilise la résilience des populations déjà affectées par l'insécurité.
L'USAID, à travers le projet Al-Barka, a financé des points d'eau dans 3 villages afin d'amoindrir la souffrance des femmes. La remise des ouvrages que nous avons réalisés au niveau des villages de Somanagoro, de Yassi et de Goudodrou. Et cette remise sera faite d'abord au maire qui, à son tour, va remettre les ouvrages officiellement aux communautés. C'est le lieu aussi pour moi de remercier le projet Al-Barka, qui est un financement du gouvernement américain à travers l'USAID, qui vise principalement à l'amélioration des conditions de vie des communautés dans les zones touchées par les conflits au centre et au nord du Mali. Un ouf de soulagement pour les femmes de ces localités qui n'auront plus à parcourir des kilomètres pour se procurer de l'eau. Maintenant, nous avons l'eau. Il est facile pour nous de faire la lessive, de préparer. Avant, on se levait la nuit pour chercher de l'eau. Ces équipements financés par l'USAID ont été réalisés par Save the Children et Z-Force. Les autorités de Koro, tout en exprimant leur joie, attirent l'attention des partenaires sur le problème de l'eau dans les cercles de Koro. Vu les nécessités qui se posaient dans ces localités, le problème d'eau, qui parle d'eau, parle de santé. Sans eau, il n'y a pas de santé. Je suis très content vraiment. Il faut rappeler que le projet Al-Barka est un financement du gouvernement américain qui vise principalement l'amélioration de la sécurité alimentaire et la résilience des communautés dans les zones touchées par les conflits. Et voilà, cette édition est terminée. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Grand merci à vous également de l'avoir suivi. J'espère vous retrouver demain à la même heure. Bonsoir.